Bonjour et bienvenue à ce jour 2 de notre congrès sur la lumière dans les traditions religieuses et spirituelles 2016 sur le thème « L'amour de Dieu, l'amour du prochain ». Hier, nous avons eu une journée très riche avec de nombreuses présentations sur une parole commune entre vous et nous par le professeur Gregory Baum. Et pendant l'après-midi, nous avons eu 4 présentations sur les actions concrètes que les communautés de foi diverses posent pour travailler dans le sens de l'amour du prochain. Et nous avons fini la journée par un spectacle du Cœur de Lumière et de l'espace Art Nature. Ce matin, nous débutons nos activités par une table ronde sur l'engagement des hommes et femmes de foi dans la vie citoyenne. Pour cela, nous accueillons 2 conférenciers, Madame Sharon Goubaï-Elfer, qui va nous faire la joie de faire un hommage à notre regretté docteur Victor Goldblum, qui était prévu à notre programme ce matin et qui, vous le savez, est décédé il y a quelques semaines. Donc, Madame Sharon Goubaï-Elfer nous parlera à la fois de l'engagement du docteur Victor Goldblum dans la vie politique du Québec et dans le dialogue interreligieux. Notre deuxième conférencier, M. David Miller, est Quaker, et il nous parlera de son travail pour l'environnement auprès des Nations Unies, sous l'angle qui lui agréera. Donc, j'accueille Madame Sharon Goubaï-Elfer qui va commencer, et je vous dis quelques traits de sa biographie. Madame Goubaï-Elfer est historienne orale et vidéobiographe. Elle détient un doctorat en études juives et a fait des recherches post-doctorales à l'Université de Montréal et à l'Université Concordia dans le domaine des dialogues difficiles. Associée au Centre d'histoire orale à Concordia, elle est également impliquée dans des projets de dialogue communautaire depuis plusieurs années et dans différents contextes. Liée au docteur Goldblum par des liens familiaux et amicaux, Sharon Goubaï-Elfer a mené avec lui des entretiens vidéo dans le contexte de ses recherches post-doctorales sur les pionniers du dialogue judéo-catholique au Québec. Accueillons Madame Elfer. Je vais peut-être déjà fermer la lumière. Oui. Vous avez le fait. Ok, alors je commence ici. Quoi je vais rester là. Ça va. Alors, écoutez, un grand merci à Pascal et à toutes les associations participantes à ce bel événement. Le congrès sur la lumière dans les traditions religieuses et spirituelles, avec pour thème cette année l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Quelle magnifique idée! Merci tout particulièrement de l'invitation de vous parler au sujet du très regretté Victor Goldblum. Source de lumière pour nous tous et toutes par l'harmonie sociale auquel il crut ardemment et auquel il a contribué avec une détermination, un focus éclairé, une énergie surprenante et inébranlable toute sa vie. Comment l'ai-je connu? Dr. Goldblum fut, comme Pascal vient de dire, un des premiers sujets avec lesquels j'ai fait des entretiens dans mon projet de recherche postdoctorale sur les pionniers du dialogue judéo-catholique au Québec. J'ai également eu l'honneur de travailler pendant une courte période au sein d'une initiative de dialogue judéo-musulmane avec Dr. Goldblum et j'ai eu le plaisir d'échanger avec lui au cours des années autour de sujets d'intérêt commun. Aussi, mes parents étaient amis avec lui et
Ben, ce matin, donc, je compte vous offrir une appréciation personnelle de Victor Goldblum basée sur mon propre expérience de lui, sur des entrevues avec lui que j'ai menées et sur cette captivante autobiographie qu'il a publiée l'année dernière. Donc, maman qui est là, pour illustrer le tout. J'ai mis ensemble quelques photos tirées du livre et d'autres, et je vais également partager avec vous quelques courts clips vidéo tirés des entrevues pour que nous puissions voir et entendre sa voix et son image, notre cher ami et mentor. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore lu cette passionnante autobiographie, parue simultanément en français et en anglais, je vous le recommande vivement. Personnellement, avant de lire le livre, je savais que Goldblum fut un pédiatre bien-aimé, un politicien accompli et talentueux et un pionnier du dialogue. Mais en parcourant le livre, j'ai découvert, de plus, un homme qui aimait passionnément toute la vie. Il aimait les sports et jouait de manière compétitive différents sports pendant sa jeunesse. Il les suivait également. Le baseball fut sa grande passion, mais il suivait également de près le football, le hockey, le tennis. C'est aussi quelqu'un qui avait une connaissance instruite des arts. Il comptait des musiciens des deux côtés de la famille, avec comme grande star sa tante Helen, pianiste professionnelle, qui aura donné des représentations de gala pour les membres de la famille royale britannique et à la Maison-Blanche pour les Roosevelt. Quant à Victor, il fut doué d'une très belle voix de basse qu'il aimait exercer, se mettant à chanter quand et où possible. On le connaît comme discret et subtil, mais il y a toutes ces autres dimensions de lui. Pour l'homme dialogue qu'il fut, ce n'est peut-être pas surprenant qu'il déclara que pour lui, la voix humaine est l'instrument musical le plus expressif qui soit. Victor a aussi hérité de son père son amour du théâtre et son talent. Victor est devenu critique du théâtre pour le journal The McGill Daily et a joué des premiers rôles au sein des productions du McGill Players Club. Il s'intéressa également passionnément pour les arts visuels. C'était un lecteur avide. Victor Goldblum aimait vraiment la vie. Ok, ça c'est quelques photos, oui. Les quelques photos que nous voyons ici illustrent quelques-unes des dimensions, mais je vais revenir à ça dans un instant. C'est que quand j'ai médité l'amour de la vie de Victor Goldblum, ça me faisait penser à Moïse Maïmonide, le grand sage moyenâgeux juif, surnommé le Rambam. Le Rambam méditait de manière intense la prière centrale juive, le Shema Israël, qui nous ordonne d'aimer Dieu de tous nos cœurs et de toutes nos vies. Mais est-ce que c'est possible, se dit-il le Rambam, est-ce que c'est possible d'ordonner l'amour? Comment me serait-ce possible, lui dit-il, d'accomplir ce commandement? Je dois le faire, mais comment? Alors il raisonne. Quand on aime quelqu'un, on désire le connaître dans toutes ses dimensions, partout. Si je désire aimer Dieu, je vais étudier tout ce que Dieu a fait, sa création, ce monde et tout ce qu'il contient. Il me semble que Victor Goldblum était de ce genre. Son appétit et son appréciation pour toute la vie était une manière d'exprimer son appréciation pour cet énorme don
qui nous est donné par Dieu, ce monde où nous vivons. Alors maintenant, je pensais que je vais pas dans la bonne direction. Oui, les quelques photos que nous voyons ici illustrent quelques-unes des dimensions. Victor le comédien, le journaliste, le politicien. Ici au Cameroun avec le cardinal Léger et Jean Chrétien qui rencontrent pour la première fois là-bas, en train de recevoir de la main du cardinal Jean-Claude Turcotte l'ordre des chevaliers de Saint-Sylvestre en 2012, honneur conféré par le pape Benoît XVI. Mais au cœur du tout, la famille dans laquelle il est né, et la famille qu'il a créée avec Sheila, sa femme bien-aimée pendant 67 ans de mariage. Alors, dans ma passion pour les histoires de vie, je m'intéresse aux racines des attitudes et des choix de vie des gens. Alors, je voulais en savoir plus sur les pourquoi de l'application de Victor Goldblum dans le dialogue. En voici une explication partielle, possible. Oh non, c'est pas. Ok, c'est la famille. Alors, ça c'est la grand-maman maternelle de Victor Goldblum. Et quand lui avait à peu près cet âge-là, Victor écrit, sa synagogue fut le Shar HaShomaim, rue Sherbrooke à Westmount. Et il dit qu'il y allait de manière régulière avec sa grand-mère, que nous voyons ici jeune. Nous pourrons imaginer que le petit Victor aurait absorbé la chaleur et la proximité de sa grand-maman avec les mélodies et prières de sa tradition dès son jeune âge. Il aura dû être assez jeune pour s'asseoir aux côtés de sa grand-mère dans la section des femmes, selon la manière traditionnelle de séparer hommes et femmes dans le sanctuaire. Voilà, c'est le sanctuaire de Shar HaShomaim, oui, je voulais juste ajouter que, bon, après un certain âge, environ 6 ans, les petites filles n'avaient plus le droit de s'asseoir à côté de leur père, ou les petits garçons près de leur maman ou grand-maman. Alors, bon. Mais je me souviens bien d'un moment où Victor Goldblum a fait référence à cette synagogue. C'était lors d'une réunion du dialogue judéo-musulman qui a eu lieu dans notre salon. Victor a ouvert la soirée avec des mots de bienvenue et une petite anecdote. Il a raconté comment lui, jeune garçon, était assis dans sa synagogue en train de regarder, et c'est ici qu'on peut lire les mots qu'il nous dit qu'il lisait, lui, tout le temps quand il était là-bas. Alors, les mots, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement, mis en évidence sur ce tendre post-israélien, se trouve au cœur du judaïsme. L'idée de aimer son prochain comme soi-même, de ne pas lui faire subir ce qu'on n'aimerait pas subir soi-même. Ce commandement qui est au cœur du judaïsme se trouve également bien placé au cœur de Victor Goldblum, dès son jeune âge. Ce qui fait qu'en sa personne, Goldblum illustra de manière exceptionnelle la thématique de ce congrès. Mais c'est ça, c'est que il nous a dit comment il lisait ces mots et que pour lui, c'était quelque chose qu'il a pris à cœur. Bon, alors
nous avons ici les deux synagogues de Victor Goldblum. En bas, c'est la Shar HaShamayim, que Goldblum fréquentait avec sa grand-mère et ensuite fréquentait lui-même, où il a célébré les fêtes qui rythment l'année juive avec sa famille et sa communauté, où entre autres il a célébré sa bar mitzvah. Juste un petit peu de background, le Shar HaShamayim ici, fondé en 1846, est la deuxième synagogue établie à Montréal. La première était la synagogue espagnole et portugaise, fondée déjà en 1768. La troisième fut le temple Emmanuel Beth Shalom ici, fondé en 1882 par des Américains. Alors, juste encore un petit mot sur ça, parce que c'était et ça reste une anomalie sur le paysage presque uniquement orthodoxe de Montréal. Presque toutes les synagogues montréalaises sont soit conservatrices ou bien orthodoxes, mais le temple Emmanuel est dans la tradition réformée, tendance formée en Allemagne au début du XIXe siècle et répandue aux États-Unis par des juifs immigrants allemands. Les synagogues, non, ça c'est intéressant, les synagogues réformées, comme celle-ci, se nomment temple, c'est le temple Emmanuel, hein? Mais ce n'est pas le temple, le Shar HaShamayim, c'est la synagogue. Pourquoi temple? Parce que pour les juifs réformés, ils disent par là qu'ils ne s'attendent pas à ce que le grand temple de Jérusalem, on a eu le premier, deuxième temple, les juifs réformés ne s'attendent pas à ce que le temple soit refait une troisième fois à Jérusalem, que le lieu hyper sacré, c'est ici, dans la communauté, dans notre communauté. Alors c'est important ça. Et de toute façon, une autre pratique marquante des temples réformés est celle de ne pas faire séparation entre hommes et femmes, comme c'était le cas dans les synagogues traditionnelles ici. C'est pour cette raison, dit Goldblum, que quand son premier enfant est né, une petite fille, il décide de changer de synagogue, au fait de traverser la rue, ils sont de deux côtés de la rue Sherbrooke. Il ne voulait pas que sa fille soit sujette à aucune tradition discriminatoire. C'est comme ça qu'il a changé de synagogue. Mais si c'est avec sa grand-maman, ici Charlotte, que Victor aurait pour la première fois rencontré le commandement d'aimer son prochain. Cette femme, elle, portait en elle de vieilles attitudes concernant toutes les personnes de foi chrétienne. Soit qu'il ne fallait jamais leur faire confiance. C'était une attitude formée en Europe de l'Est, où c'était contextuellement apte, et qu'elle n'était pas capable de laisser tomber dans le nouveau contexte québécois et canadien. Étant donné l'antisémitisme qui faisait partie de la culture catholique et protestante à l'époque, son attitude se comprendrait. Elle tentait de faire adopter cette même attitude de méfiance à son petit-fils, sans doute pour le protéger, mais Victor, lui, n'accepta pas. D'où venaient alors ces valeurs d'ouverture et de justice sociale qui caractérisaient Victor Goldblum? Dans son livre, il devient évident que c'était son père, Alton Goldblum, qui fut l'influence centrale sur lui. De son père, qu'on voit ici avec lui, puis son frère, je mentionne en passant que dans le Talmud, il est écrit que le papa doit enseigner la Torah à ses fils et leur apprendre à nager.
Ben, il paraît qu'il a fait ça, on le voit. Mais donc, il a appris de son père non seulement la vocation de médecin pédiatre qu'exerçait son père et lui-même, et aussi son frère, mais aussi un sens d'équité. Ah, merci. C'est très bien. Sens d'équité sociale, une certaine élégance d'équité. Mais ok, il y a une petite anecdote, comment le papa est devenu médecin pédiatre, je vais dire du vite. C'est qu'il paraît que le docteur Molson était un médecin pédiatre bien aimé, bien connu, qui allait visiter toutes les personnes, donc même très pauvres, comme étaient les grands-parents immigrants de Victor, dans une petite demeure rue Saint-Antoine. Et ici, c'est le papa petit de Victor Goldblum. Et il paraît qu'il était très très malade. Et c'est le docteur Molson qui est venu chez eux pour le soigner de manière très généreuse. Alors, les grands-parents tenaient absolument à ce que ce petit devenu grand soit également médecin et qu'il offre aussi des soins aux pauvres. Alors, c'est intéressant. Est-ce que ce docteur Molson est parti de la famille Molson? J'imagine bien. Je ne sais pas pour de vrai, mais j'imagine, oui. Alors, maintenant, je vais vous montrer un premier petit vidéo où Victor parle. Je lui pose la question pour son papa, où est-ce qu'il est né. Il dit qu'il est né à Montréal. Et il parle aussi de ses grands-parents comme de braves gens qui n'avaient pas l'éducation dont leur fils a pu bénéficier. Et je trouve là, ici, une loyauté, une fierté touchante chez Victor Goldblum envers son père et ses grands-parents. Alors, allons voir si ça va arriver pour nous. Il est né à Montréal, ses parents étaient des immigrants et c'était de braves gens qui n'avaient pas un niveau d'éducation aussi élevé que leur fils. C'est de lui-même qu'il a établi ses principes et son ouverture d'esprit. Je me rappelle par exemple du Nord, aux États-Unis, non seulement n'avait pas de membres noirs, mais refusait systématiquement l'adhésion des candidats noirs. Mon père était l'un des leaders du mouvement pour faire corriger cette anomalie, faire disparaître cette barrière et enfin un pédiatre afro-américain a été admis et mon père était parmi ceux qui l'ont accueilli à bras ouverts. Donc c'est l'exemple que j'ai eu de mon père qui était un homme généreux en ce qui concernait les différences. Et j'étais fier d'avoir appris ces leçons-là. Voilà, alors on le voit bien, sa fierté et l'exemple de son père. Mais donc, comme son père, il est devenu médecin pédiatre et il a exercé son métier avec passion et dévouement. Ses petits patients, ainsi que leurs parents, l'aimaient bien. Il a travaillé très fort. Il écrit des semaines de 90 heures pour subvenir aux besoins de sa jeune famille. Alors, comment
Comment a-t-il fait ce grand pas du pédiatre au politicien? Comment? Alors c'est intéressant aussi la manière de ce cheminement. C'était au début des années 1960, au tout début des initiatives qui aboutiraient en un système universel de soins médicaux, ce qui n'était pas le cas avant. Victor, par ses aptitudes pour l'organisation et la négociation, fut élu au Collège des médecins du Québec, responsable de la position du Québec concernant des mises à jour des procédés du système de santé. Alors tout ce récit est dans le livre, les détails sont vraiment intéressants. Entre autres, juste pour dire, à cette époque, Victor Goldblum a pu parfaire son français grâce à un collègue, le Dr Joachim Brabander. Ce dernier a pris sur lui le soin de noter toutes les fautes de français commises par Victor et les revoir avec lui à la fin de chaque journée. Pour discuter des positions à prendre dans le dossier de soins médicaux, Victor Goldblum s'est lancé sur le terrain en allant rendre visite à Rivière-du-Loup, Rimouski, Rouyn-Noranda, Saint-Georges-de-Beauce et d'autres pour dialoguer avec des médecins en français. De telles visites furent sans précédent et par la même occasion profondément appréciées. Goldblum a dû aussi dialoguer avec des syndicats ainsi qu'avec d'autres organismes. Il aura alors rencontré Jean Marchand à la CSN et ensuite Marcel Pépin, Louis Laberge à la Fédération des travailleurs du Québec et René Lévesque. Goldblum et ses collègues ont travaillé bien fort et long pour mettre en place des réformes au système de santé en place. Mais en fin de compte, leur dossier fut rejeté. Alors vient un moment charnière. Selon Goldblum, il lui fallait soit abandonner ses responsabilités publiques pour se dévouer exclusivement à la pédiatrie, soit admettre qu'il n'était pas vraiment présent là où les décisions influentes pour toute la population furent prises. Ainsi, il s'ouvre au chemin de la politique. Ok, oui, voilà, alors c'est là où Dr. Victor, c'est là où il gagne pour la première fois un siège à Québec. En effet, en 1966, Victor Goldblum est élu député de la toute nouvelle circonscription provinciale de Darcy, sous la bannière du Parti libéral du Québec. Il est réélu, je vais vous donner une petite liste. Il est réélu à l'élection d'avril 1970, après 4 années dans l'opposition. Il devient le premier membre de la communauté juive du Québec à être nommé au Conseil des ministres du Québec. En décembre 1970, il devient le premier titulaire du nouveau ministère de l'Environnement. On le voit ici avec de l'eau, qu'il ne veut pas que ça soit pollué, et les règlements qu'il a mis en place, il se dit très fier, peut-être parmi ses fiertés les plus importantes de sa vie politique. Mais il a fait beaucoup de choses. En février 1973, il est aussi nommé ministre des Affaires municipales, réélu pour un 3e mandat à l'élection d'octobre 1973. Il conserve ses 2 responsabilités. En novembre 1975, une tâche majeure s'ajoute à ses responsabilités, celle
du ministre responsable de la régie des installations olympiques. Et ça, ce n'était pas un cadeau, pas du tout. Là, on voit dans les illustrations, c'est le pauvre Victor qui parle, qui court partout, et tout le monde lui veut quelque chose. Et ici, il valse avec les syndicats, là, comme... c'était vraiment pas un cadeau, mais il a très bien fait. On dit que c'est à cause de lui que les Jeux olympiques ont pu partir à temps. Il est réélu à l'Assemblée nationale du Québec pour un 4e mandat à l'élection de 1976, élection où René Lévesque mène le Parti québécois au pouvoir. Goldbloom continue à servir jusqu'au 16 octobre 1979, date à laquelle il démissionne son siège. Tel qu'il compte l'incident, Claude Ryan, le nouveau leader des libéraux, en voulait à Goldbloom pour avoir appuyé, je crois qu'il est ici, oui, Raymond Garneau, qui était l'autre candidat pour le leadership. Il paraît que Goldbloom vraiment ne voulait pas savoir de Goldbloom. Il a enlevé ses responsabilités ministérielles et tout. Alors c'était pas un bon fit, c'était plus. Alors il a démissionné son siège et c'est là où il se lance pour de vrai dans le dialogue. Et là, Goldbloom s'intéressait au dialogue tout au long, là. Même dès, je crois, 58, il s'est engagé dans le dialogue avec les jésuites. Là, c'était le dialogue en anglais. Il dit ça ne suffit pas, il faut qu'on dialogue en français. Il a travaillé il a fondé le Cercle du roi David. Il a fait beaucoup de choses, mais là, il se lance à temps plein dans le dialogue comme président du Conseil canadien des chrétiens et des juifs, où il était président et aussi au niveau international. J'ai lu dans les archives à Ottawa toutes les activités qu'il a faites, vraiment nombreux, toujours en train d'écrire des petits mots d'appui. Ça, c'est des choses discrètes que personne ne savait, mais lui était toujours en train de travailler pour faciliter l'harmonie. Et bon, alors, qu'est-ce que je voulais en dire? Oui, alors, moi, une chose, ici, on voit le rabbin Harry Joshua Stern, le rabbin au Temple Emmanuel, qui, lui, vraiment était un pionnier du dialogue interreligieux. On le voit ici, et ici avec des sœurs. C'est le rabbin Stern, mais c'était un modèle plutôt photo opportunity, où je ne veux pas diminuer ses efforts, c'était vraiment des efforts de pionnier. Victor est allé plus en profondeur. Et il y a une chose qui m'a vraiment touchée. Est-ce que c'est OK? Je pense que je vais sauter peut-être ça. Ici, il parle des ouvertures de part et d'autre qui rendaient possible un nouveau dialogue, vraiment à faire face aux questions difficiles. OK. Difficile. Et voilà. Ça continue. Comme Jésus, les Juifs, et d'une part, et l'ouverture à voir la vie juive de Jésus, cette dimension-là qui était comme impensable avant. Et aussi du côté des Juifs,
une vraie méfiance qu'ils étaient vulnérables, qu'ils seraient vulnérables à la conversion s'ils dialoguaient avec les chrétiens. Alors, mais suite à la Shoah, quand on a vu qu'est-ce qui s'est passé, les Juifs se sont dit, écoutez, si on ne se fait pas connaître, c'est pas bon, il faut aller dialoguer. Alors, c'est ce qui est arrivé, et Goldblum y était, et oui, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est quelque chose qui m'a touché beaucoup, quand j'ai appris que Victor Goldblum est allé en tournée avec, savez-vous qui c'est? Guy Boutillier, qui était président de la Société Saint-Jean-Baptiste, et que les deux ont entrepris une tournée en région. Personne ne savait, il y avait un petit article ici, et donc j'avais posé la question à Victor, comme j'ai dit, vous n'arrêtez pas, et je comprends si on est ministre, si on fait des fonctions publiques, il est attendu de nous qu'on fasse des choses. Mais là, c'est vous qui décidez, qui regardez la situation sur le terrain, et vous vous dites, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Au fait, il avait lu des sondages où il paraissait que des attitudes québécois face aux Juifs étaient moins favorables qu'en d'autres provinces. Alors, il se pose la question, pourquoi? Et voilà, dans ce petit clip, il explique ce qu'il a fait. Vous n'arrêtez pas. C'est comme, je ne sais pas d'où vient, parce que si on est ministre, si on est le chef d'un organisme, il y a des attentes qu'on fasse des choses, mais ça c'est votre idée en regardant la société québécoise, que c'est un besoin, vous y allez, je ne sais pas. Je dois l'avouer, ce sont des initiatives personnelles que j'ai prises. C'est à cause de mon analyse des sondages d'opinion publique. J'en ai cité, il n'y a que 1% des Québécois qui ont des amis de foi juive, contre 50% dans les autres provinces. Il n'y a que 36% des Québécois qui perçoivent favorablement la religion juive, la communauté juive, contre 58% dans les autres provinces. Alors, je me suis demandé, est-ce que cela veut dire qu'il y a plus d'antisémitisme au Québec que dans les autres provinces? Et je suis venu à la conclusion que non, que c'est de l'ignorance, c'est-à-dire que notre communauté n'est pas connue. Alors, j'ai entrepris de la faire mieux connaître et de la faire plus correctement connaître. Et effectivement, j'ai eu, je le dis en mettant de côté ma modestie habituelle, j'ai deux objectifs et j'ai atteint les deux dans chaque cas. J'ai voulu que les gens me disent à la fin de ma présentation, à la fin de la période des questions, où je réponds avec beaucoup de franchise à toutes les questions qui me sont posées, et j'espère que les gens vont à la fin me dire: j'ai appris bien des choses au sujet de votre communauté et j'ai corrigé de fausses impressions que j'avais depuis longtemps. Et deuxièmement, j'espère, et c'est ce qui arrive, les gens me disent: mais vous êtes des Québécois comme nous autres. C'est ça, pour moi, c'est l'amour du prochain qui illustre ici la foi en ce que si je vous rencontre, si je vous parle,
Vous allez me connaître et on aura une relation humaine. Je vais juste en termes... Oh, c'est une belle petite histoire ici que vous allez lire dans les livres. Et ça aussi, mais reconnaître la réalité humaine au Canada, parce qu'il a vu commissaire des langues officielles au Canada aussi par la suite. Mais encore une fois, c'est reconnaître la réalité humaine. C'est par là qu'il a abordé sa tâche. Je vais terminer avec deux autres petits clips. Les deux sont en anglais. J'explique d'abord le contenu. Oui, je vais sauter le premier. Mais là, quand c'était annoncé qu'il allait recevoir cet honneur du pape Benoît XVI, je voulais le rencontrer pour savoir comment est-ce qu'il vit cet honneur et tout. Alors il dit que it really overwhelms, comment est-ce qu'on dirait? Oui, c'est bon, donc ça me dépasse. Ça me dépasse, exact. Parce que ce n'est pas une reconnaissance locale et ce n'est pas usuel. C'est pas quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. Et on se pose la question pourquoi moi? Et on n'a pas de réponse. Ça c'est pour d'autrui, pour donner la réponse, mais c'est un compliment extraordinaire. Et il dit, je crois que c'est symbolique de la solidification de la relation, et c'est ça qui compte. Il dit, chacun de nous mène sa vie en tentant d'accomplir quelque chose pour faire que le monde soit un petit peu meilleur par notre passage là-dedans. Mais nous sommes tous limités, dit-il. Et si nous pouvons devenir une sorte de symbole, on peut influencer d'autres populations plus que qui nous est possible en tant qu'individu. Donc même en recevant l'honneur, il pense à comment est-ce que ça peut servir le dialogue. Je vous le fais entendre. It's something that really overwhelms one because it's not local recognition, and it's not a widespread accolade that you can feel is something that happens to a lot of people. And you ask yourself, why me? And you don't have an answer. The answer is for other people to give, but it's an extraordinary compliment to be given that kind of recognition. And I think that it is symbolic of a solidification of the relationship. And that's the most important thing, because after all, each of us goes through life and tries to accomplish something and tries to make the world a better place than it was when we came into it. But each of us is limited, and if we become in some way a symbol, then that has influence beyond the
actions that one can individually carry out and achieve. So I'm deeply touched in that regard and profoundly grateful. And I hope that people will derive inspiration from this for the continuity of the dialogue and the continuity of the mutual respect and the good human relations that are the basis of interreligious dialogue. Voilà, alors examen. Thank you. Avant de terminer avec le dernier clip, je vous raconte une petite anecdote, comme dit Victor. Il est mort un lundi. J'étais censée le rencontrer le mercredi. Alors, cette réunion n'a pas eu lieu, mais la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons eu vraiment une belle conversation autour du dialogue et ses difficultés. Et à la fin de la conversation, il me dit, Sharon, tu sais, on peut mener sa vie de manière plutôt égoïste ou on peut mener sa vie de manière généreuse. Et ça me vraiment attaque comme une charge que j'ai pris, très simple, mais j'ai déjà eu une situation où j'ai pu penser à ça. Et dire, come on Sharon, don't be silly, be generous, you know. Et là, donc je passe au dernier, où je lui ai posé par ici des attitudes qu'on porte en nous dès notre enfance et qu'on ne questionne pas nécessairement et que vraiment ça prend l'effort intellectuel pour regarder en face des attitudes qu'on ne voit pas. Et il dit, ça prend l'effort très particulier qui nous impose le dialogue pour faire plus que tout simplement apprendre des faits comme sur l'autre. Ses habitudes, ses faits, c'est très bien, mais il dit il faut aller plus loin que ça pour sentir comment l'autre se perçoit à l'intérieur de sa foi. Qu'est-ce qui inspire l'autre? Qu'est-ce qui le blesse? Et pour moi, honnêtement, cette empathie qu'il exprime de manière très claire ici est vraiment au cœur du dialogue. C'est la flamme de l'empathie, de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain. Alors je vais terminer avec ça. We're each influenced by our upbringing, and we carry with us into adult life some of the things that we acquired when we were children. And it requires an intellectual effort to think through things that one has taken for granted and perceive them differently. And it requires a particular effort that dialogue imposes on us to do more than simply gain more knowledge about the other person and the other person's religion, and to achieve a sense of how does the other person perceive himself or herself in relation to their religious commitment. And what inspires them and what hurts them. And we need to be aware of and sensitive to both of those
very basic consideration. Et voilà, c'est tout. Merci.